Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau podcast par AC Presse Béton le magazine. Ici Colin Rousselet et je reçois aujourd'hui monsieur Charles-Henri Tachon, architecte, bonjour. Bonjour. Et monsieur Étienne Tricot, architecte et président de Bétocib, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour parler donc à la fois de l'événement qui animera la rentrée pour Bétocib qui est les trophées béton, mais également plus généralement de la place du béton dans l'architecture aujourd'hui face à la crise écologique, économique et tout ce que l'on sait sur le secteur de la construction actuellement. Donc on va commencer par une présentation de nos deux invités. Monsieur Tachon, je vous laisse commencer par vous présenter votre carrière et vos plus grands projets. Alors, donc, je m'appelle Charles-Henri Tachon, je suis architecte, j'ai fondé mon agence il y a 25 ans, tout juste cette année. Et aujourd'hui, l'activité de l'agence se partage entre la production de logements et d'équipements publics principalement. Notre thème c'est de comprendre comment un bâtiment prend place dans un paysage et dans une culture. Et on essaye d'apporter des réponses à chaque fois contextualisées qui mettent souvent en question la question même de la construction, de sa matérialité et de savoir comment tout ça répond à un programme et définit ensuite des espaces. D'accord, donc vous avez répondu positivement à l'invitation de monsieur Tricot qui vous a proposé d'être donc le président du jury cette année de la 4e édition des trophées béton. Monsieur Tricot, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu cet événement et comment seront partagés les différents projets cette année? Écoutez, donc oui, Étienne Tricot, je suis architecte et ingénieur. Alors moi, mon parcours est assez simple, si je puis dire, puisque pendant 30 ans, j'ai été architecte dans ce qu'on peut appeler le groupe SNCF, d'abord dans la SNCF Maison Mère, et puis dans une filiale que j'ai contribué à monter, qui s'appelle AREP, filiale autour de l'architecture, de l'urbanisme, du design, de l'ingénierie, de la programmation, donc tout ce qui contribue à l'acte de construire. Alors beaucoup de gares pour le client principal qui était la SNCF, mais aussi d'autres clients en France et à travers le monde, puisque nous avions monté avec AREP des filiales Doha, à Casablanca et dans pas mal d'autres lieux. Et donc c'est avec Jean-Marie Dutilleul, lui-même architecte et ingénieur, que j'avais monté et co-dirigé cette structure. Et puis il y a 5 ans, j'ai quitté donc le groupe SNCF pour monter ma propre structure dans laquelle je conduis un certain nombre de missions en urbanisme et en architecture. Et effectivement, j'ai pris la présidence de Bétocib à la demande de Paul Chemetov, qui était le président précédent, avec qui que j'appréciais énormément. Et voilà, j'en profite de cette émission pour lui rendre hommage, puisqu'il nous a quittés il y a maintenant quelques mois. Voilà, il avait beaucoup apporté à la fois par son architecture, par son humanisme, et aussi par cette manière d'être sur tous les combats, j'allais dire, de l'architecture et de l'urbanisme, et notamment à travers Bétocib, en montrant comment le rendre plus intelligent et plus généreux, j'allais dire, comme c'était sa personnalité, l'usage du béton dans la construction. Peut-être quelques mots sur le trophée lui-même ? Bien sûr, allez-y, parce que donc c'est avec monsieur Chemetov que vous avez monté ce trophée, c'est voilà. Ça ? Oui, tout à fait. À partir du moment où j'ai pris la présidence. Alors, ce trophée, donc, il fait suite à un premier trophée, excusez-moi, qui avait été monté il y a maintenant assez longtemps sur des travaux d'étudiants qui s'appellent le trophée béton école, qui distingue des travaux de diplôme qui font un bon usage du béton. Alors, quand on dit bon usage, ça ouvre un champ très large. C'est d'abord une bonne architecture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne architecture ? C'est tout l'objet, justement, des débats au sein des jurys qui distinguent un certain nombre de projets.
C'est à la fois des questions d'usage, des questions sociétales, comment ce bâtiment projeté s'inscrit souvent dans un cadre urbain et rend un certain nombre de services à la collectivité et contribue à faire de la ville le cadre de la vie en société. C'est aussi des questions plastiques, esthétiques, je dirais, sensibles, sur l'usage des matières, des volumes, des lumières, qui sont distinguées. Mais au-delà de ça, c'est l'usage qui est fait du béton, qui est distingué, à savoir que depuis maintenant un certain temps, la construction en général, et le béton ne fait pas exception, est traversée par les questions environnementales, c'est-à-dire comment le fait de construire s'inscrit dans une démarche durable de respect de la planète. Alors, ça se traduit dans le bâtiment à travers quelques critères, quelques paramètres, l'essentiel qui sont l'usage des énergies dans l'exploitation et puis l'empreinte carbone dans la fabrication de ces objets que sont les bâtiments. Et donc la réglementation évolue d'année en année pour formaliser les exigences dans ces domaines. Et toute la profession, depuis maintenant quelques décennies, travaille dans cette direction. Quand je dis toute la profession, c'est les architectes, les ingénieurs, les chercheurs, les producteurs de matériaux, d'équipements, et bien sûr les entreprises de construction. Et donc, le béton ne fait pas exception et il fait l'objet d'un certain nombre de recherches depuis maintenant assez longtemps sur comment décarboner le béton, comment aussi avoir une utilisation plus rationnelle de l'eau et des agrégats, du sable, qui fait problème dans un certain nombre de pays, en termes d'impact environnemental. Et donc, comment on peut notamment trouver des substituts au clinker, qui est le principal émission de CO2 dans la fabrication du béton. Et donc, toute cette recherche, cette évolution est très soutenue, j'allais dire, par Betocib, qui intègre l'ensemble de la chaîne de valeur, si je puis dire, de production du bâti dans l'association. Et du coup, si j'en reviens au trophée école, qui était le premier trophée, on cherche aussi à distinguer dans les travaux qui sont proposés, l'usage intelligent d'un béton intelligent, je dirais. Le bon béton au bon endroit, quitte à ce qu'il soit associé avec d'autres matériaux. Donc tout ça, c'est le premier trophée qui avait été monté par Franck Amouten, qui était le précédent président avant Paul Chemetov. Et avec Paul Chemetov, on s'est dit, quand j'ai pris la présidence, que ce serait intéressant d'étendre finalement cette distinction, ce trophée, à des réalisations. Avec toujours le même esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas un concours. Les candidats ne font pas un projet pour ce trophée, mais ce trophée distingue des projets réalisés, contrairement donc aux projets d'étudiants qui sont à l'état d'études. Donc là, on s'adresse à des professionnels qui ont réalisé sur le territoire français des projets, mais exactement avec les mêmes critères que je viens de mentionner. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne architecture? Donc voilà, est-ce que ces projets répondent à un certain nombre d'attentes, d'exigences en termes architecturaux? Et par ailleurs, finalement, on peut parler c'est les Oscars des bâtiments en béton, voilà, de l'architecture en béton. Oui, tout à fait. Un trophée Oscar, le nom me va très bien. Pour expliquer ces enjeux qui sont dans la construction aujourd'hui, et le fait que ce trophée, effectivement, ces Oscars distinguent des projets dont on estime qu'ils répondent de manière extrêmement pertinente et intelligente à ces grands défis, à la fois en termes architectural au sens large et en termes environnemental. Alors on reviendra bien sûr au cours de notre échange sur cette question d'environnement, mais d'abord je me tourne vers vous, Monsieur Tachon. Quel est votre rapport
au béton dans votre architecture, dans votre activité de tous les jours. Voilà, quel est votre rapport avec ce matériau? Alors, je dois avouer que c'est un matériau que j'ai tout de suite apprécié. J'ai grandi au milieu des murs de vignes de Bourgogne, en pierre calcaire, et je pense voilà, je retire de cette enfance une sorte de rapport à la minéralité qui me touche beaucoup. Le béton s'est avéré un matériau qui était extrêmement polyvalent et surtout extrêmement économique. Si aujourd'hui il y a une telle prédominance il y a eu une telle prédominance du matériau béton dans la construction en France et certainement dans beaucoup d'autres pays, c'est certainement en grande partie pour sa facilité de mise en œuvre et son coût très faible finalement. Et ce que j'apprécie dans ce matériau, c'est qu'il a une très très grande diversité d'utilisation, mais aussi d'expression. Et c'est un matériau qui peut être extrêmement rustique. Vous pouvez aller partout dans le monde. N'importe quel paysan sait coffrer un petit mur avec du béton, et il faut très peu de moyens pour faire tout ça. De l'autre côté de cette espèce de panorama des usages, on peut trouver des ouvrages d'art extrêmement sophistiqués avec des bétons extrêmement performants. Et entre deux, bien, voilà, on peut faire des maisons, des équipements. Et donc voilà, j'apprécie cette espèce de polyvalence. Et ce qui est intéressant aussi dans cette espèce de remise en cause justifiée avec ces questions environnementales de l'usage du béton, c'est qu'on mesure à quel point c'est un matériau qui aussi résout beaucoup de problématiques en un seul geste. Par exemple, la question, c'est un matériau qui est principalement utilisé pour son aspect structurel. C'est souvent les éléments qui portent les bâtiments sont réalisés avec le béton. Mais ça permet de gérer très très bien la question de la stabilité au feu ou des éléments en coupe-feu. Une simple dalle de béton permet de répondre aux caractéristiques nécessaires pour les isolements au feu entre deux étages, par exemple, entre des tiers. Ce qu'il est beaucoup plus difficile de faire avec d'autres matériaux où on est obligé de démultiplier les couches. Dans un seul geste aussi, on peut résoudre très bien des questions acoustiques grâce à sa forte masse et son inertie. C'est un matériau qui résiste très bien à l'eau aussi. Et puis, voilà, il y a ces caractéristiques, on va dire, plastiques, la sensualité de la matière du béton qui peut être extrêmement variée. L'aspect même de la surface du béton peut prendre beaucoup de visages. Et donc voilà, très vite, ça a été une sorte d'évidence que de travailler avec ce matériau, aussi parce qu'il y avait toujours une recherche dans le travail que j'ai mené sur une corrélation immédiate entre la structure et l'expression architecturale. L'architecture résulte de la structure. Et voilà, lorsqu'on travaille avec le béton, c'est un matériau qui peut rester visible, qui peut être apparent, et qui du coup demande une grande exigence dès la conception, puisque tout ce qu'on va concevoir pour porter le bâtiment, c'est ce qui aussi va être lisible à la fin. Ça demande aussi beaucoup d'exigence dans la réalisation, c'est-à-dire dans la préparation de la réalisation dans un premier temps, et dans les échanges qu'on va avoir avec les entreprises. Et en plus, il y a ce petit mystère du béton, qui est un matériau qui naît d'une certaine chimie et dont on ne connaît pas tout à fait le résultat final. Il y a toujours des surprises lorsqu'on vient décoffrer un ouvrage en béton et qui peut mener à de très très grandes discussions sur un chantier. Le pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et c'est aussi une sorte de facteur que je trouve intéressant et qui renvoie aussi beaucoup au caractère finalement artisanal d'une construction en béton. Même quand on fait des ouvrages très sophistiqués, à la fin, ça reste des hommes avec leurs mains qui vont utiliser des coffrages. Et donc, voilà, il y a l'expression de l'homme dans la construction qui m'intéresse énormément. Monsieur Tricot, vous partagez cette idée de diversité d'usage, diversité à la fois structurelle, à la fois esthétique, à la fois performantielle dans l'usage du béton? Oui, tout à fait. Ça rejoint, je disais tout à l'heure, sur ce côté un peu
universel et du coup un peu hégémonique, il faut s'en méfier aussi du béton. C'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. La difficulté, c'est que parfois, pour reprendre une expression courante, familière, on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que on se dit ah ben non, le béton pose certains problèmes environnementaux, donc il faut arrêter de tout construire, faut arrêter de toute construction en béton. En revanche, le sujet il n'est pas là. Il faut effectivement, il est pertinent que le béton ne soit plus ce matériau universel hégémonique qu'on utilise à tort et à travers. En revanche, il faut continuer à utiliser le fait qu'il est adaptable à des tas de situations, quoi. Bon, il est clair que pour les ouvrages d'art, quand on fait un barrage ou un pont ou un tunnel, il a toute sa pertinence. Que en bâtiment, dès qu'on fait des fondations, il a toute sa pertinence, et en superstructure aussi dans un certain nombre de cas. Voilà. Et grâce, comme l'a rappelé Charles-Henri Tachon, à cette malléabilité, cette simplicité d'exécution, et j'allais dire, c'est pour moi, enfin, une des qualités du béton, c'est que c'est un matériau de la tradition finalement. Pas que c'est simplement de la tradition moderne depuis un siècle et demi, mais le béton, vous savez, la partie active, le ciment et sa prise hydraulique qui fait que le béton est justement à ses propriétés notamment mécaniques extraordinaires. Ce ciment est fait à partir de clinker, qui lui-même est un dérivé de la chaux. Et la chaux, c'est du calcaire broyé. Donc, et la chaux, on en fait depuis des millénaires. Donc, on s'inscrit dans une tradition qui a un autre aussi aspect. Faut toujours rappeler que le Panthéon à Rome est construit en béton naturel, puisque en fait, ce qu'on appelle la pouzzolane, qui est un minéral local près de Rome, a des propriétés de prise hydraulique, comme là, le ciment, qui est un matériau transformé. Donc, en fait, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire dans le béton, c'est que il est à la fois très contemporain, parce que le béton s'améliore de jour en jour par des adjuvants, par des principes de fabrication nouveaux, par des dosages assez sophistiqués des différents ingrédients. Et en même temps, c'est un matériau qui s'inscrit dans la grande tradition de la construction humaine en pierre, en terre. D'ailleurs, on parle maintenant parfois de béton de terre. Voilà, de tous c'est finalement un matériau géosourcé entre guillemets qui est alors plus transformé que les autres matériaux dits géosourcés, mais qui s'inscrit dans cette grande tradition, y compris dans la tradition de manuel. Et ça, Tachon a tout à fait raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire que ce qui est très beau dans le béton, c'est qu'il porte la marque du compagnon qui a travaillé, qui a coffré, qui a coulé, qui a vibré, qui a décoffré, et ça beaucoup plus que n'importe quel autre matériau de construction. Et pour rebondir, la facilité d'usage de ce matériau, c'est que aujourd'hui, c'est une sorte d'évidence. Enfin, on se pose pas forcément tellement de questions sur ce que c'est que le béton, mais pendant quand même des siècles, l'homme a cherché à recréer une pierre artificielle. Il y a eu quand même nombre de personnes qui essayaient de trouver le moyen de construire, de fabriquer de la pierre de manière artificielle. Et on a réussi à le faire, et aujourd'hui c'est devenu une chose extrêmement courante, mais qui n'était pas pendant très très longtemps. Vous avez parlé tout à l'heure de tradition, un petit peu vous deux, à la fois avec ce côté c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, le côté clinker, le côté l'idée, vous avez parlé du Panthéon de Rome qui est en béton aussi, donc c'est un matériau traditionnel mais qui fait face aujourd'hui à de vrais défis actuels, notamment en termes d'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune architecte qui arrive sur le marché, qui a appris, on va dire, depuis les années 2000, un architecte qui serait né dans les années 2000, est-ce qu'il va arriver aujourd'hui et avoir le même avis que vous sur ce matériau béton, Monsieur Tachon?
Alors, je pense qu'il y a une vraie évolution entre les gens de ma génération et les jeunes architectes. Nous, on a vraiment grandi dans l'hégémonie du béton à l'école. Lorsqu'on vous demandait de dessiner un projet, de concevoir un projet, par défaut, presque, ça se faisait en béton. C'est une sorte d'évidence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très éloigné de ça. Et tout de suite, dès les premières années d'études, cette question de la matière, du rapport au carbone est envisagée. Et les plus jeunes architectes, je pense, cherchent tout de suite à prendre position sur les modes constructifs utilisés. Après, c'est intéressant de voir voilà, comment, comme l'expliquait Étienne il y a quelques minutes, voilà, quel est le bon usage de ce matériau. Et on voit qu'il est quand même difficile de s'en passer. On a passé une période où je me souviens d'échanges avec certaines grandes entreprises du bâtiment qui expliquaient que c'était plus simple et donc moins cher de couler des voiles que de faire des poteaux et des dalles. Et pour qui se pose la question de l'efficacité de la structure, c'était au-delà des questions de carbone qui n'étaient pas forcément un sujet à l'époque, ça restait quand même une interrogation de se dire qu'on utilisait autant de béton à des endroits où c'était pas forcément nécessaire. Et je pense que voilà, des raisonnements comme ça aujourd'hui ne tiennent plus du tout, et heureusement. Et donc les jeunes architectes sont assez regardants là-dessus, et je pense que les plus vieux aussi d'ailleurs, parce que c'est une démarche qui est, je pense, collective, enfin commune à tous les gens de la construction aujourd'hui. Vous partagez cet avis, Monsieur Tricot? Oui, enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le rapport de la construction, de l'architecture aux problématiques environnementales. Moi, ce que je constate au-delà du béton, c'est que il y a une vraie difficulté aujourd'hui dans les écoles d'architecture où je vois un certain nombre d'étudiants qui se sentent simplement culpabilisés par le fait de construire, quoi. Et donc, je me dis, si c'est ça, on part très mal, quoi. Parce que, voilà, on leur explique que dès qu'ils construisent à la campagne, comme on est en zéro artificialisation nette, c'est pas bien, et ça imperméabilise les sols. En ville, il faut arrêter de densifier parce que il faut une ville où on respire et où voilà. Et donc il y a déjà ce cap à passer. Je veux dire, il faut réinstaurer le fait de bâtir comme étant quelque chose qui est utile à la société et à la planète. Il y a encore des tas de besoins. Il y a plein de gens qui sont mal logés. Il y a des équipements dont on a besoin. Et la question, elle n'est pas est-ce qu'il faut construire ou pas. Elle est s'il est pertinent de construire, effectivement, le construire intelligemment et en étant le plus respectueux possible de la planète et de l'environnement. Et pour cela, le béton doit trouver sa place parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est de toute façon indispensable sur un certain nombre de sujets. Je veux dire, dès qu'on a un bâtiment où il y a des fondations profondes, il y a peu de solutions alternatives au béton. Et en superstructure également, on voit qu'il peut jouer sur des optimisations d'usage. Je prends un exemple très, très simple de bâtiments. On parle beaucoup de bâtiments en bois aujourd'hui, y compris pour des bâtiments montant à 3, 4, 5 niveaux, ce qui est très bien. On s'aperçoit souvent assez rapidement que, en termes d'optimisation de matière, on a intérêt à ce que les cages de contreventement, qui souvent enferment les escaliers, les ascenseurs, etc., soient plutôt réalisées en béton avec des plateaux en bois qui viennent s'articuler. On voit aussi parfois que les planchers, même dans une construction en poteau-poutre bois, il peut être intéressant de les faire en béton parce que on a des épaisseurs bien moindres pour les mêmes performances à la fois de résistance, d'acoustique et de tenue au feu qu'avec des épaisseurs de bois très supérieures. Bon, il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont assez incontournables. Et puis au-delà de ça, il y a dans certains cas effectivement une expression plastique et ça fait partie des qualités de l'architecture et de son impact dans la vie quotidienne et dans la société.
pour lequel le béton était remplaçable. Mais effectivement, on part d'un état d'esprit des étudiants qui est très différent, comme le rappelait Charles-Henri, de ce qu'on a pu connaître, nous, en faisant nos études il y a déjà quelques décennies. Et peut-être sur la question environnementale, on peut la regarder sous le prisme du carbone, mais on peut la regarder aussi avec d'autres interprétations. Et malgré tout, le béton conserve aussi des qualités telles que sa masse et son inertie, qui permet de travailler sur la question thermique au sein d'un bâtiment. Et sur sa question, par exemple la durabilité, sa réparabilité ou sa capacité à être transformé. Aujourd'hui, la question de la restructuration de bâtiments est de plus en plus présente. Et on voit que lorsqu'on doit travailler sur un bâtiment qui a une structure béton, finalement, c'est entre guillemets assez souple, parce qu'on sait très bien réintervenir sur ces structures-là. Pour peu qu'elles soient pas si vieilles, on sait assez bien les reprendre en compte dans les calculs. Et on s'aperçoit que travailler sur d'autres modes structurels, que ce soit le métal ou le bois, parfois dans l'évolution des bâtiments, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Et donc, je pense qu'on peut aussi regarder l'usage de ce matériau sur un très long terme et de savoir toutes les qualités qu'il peut utiliser, qu'on peut retirer de ce qu'il est, sans uniquement se focaliser sur la pure question carbone, qui est de toute façon nécessaire, mais voilà, pas unique manière de regarder ces questions environnementales. Vous parlez des questions environnementales et donc tout à l'heure on est revenu aussi sur les trophées béton qui récompensent, qui mettent en avant les projets réalisés avec du béton. Est-ce qu'aujourd'hui cette question environnementale par rapport au béton, elle détruit un petit peu son image esthétique, c'est-à-dire qu'on ne voit plus dans le béton un matériau qui peut être beau, mais seulement un matériau qui va polluer et qui va détruire la planète tout simplement et bétonner les espaces. Est-ce que ce côté environnement, ça détruit vraiment le côté esthétique, Monsieur Tachon ? Je pense que ça joue beaucoup. C'est aujourd'hui pas forcément politiquement correct de livrer un bâtiment tout en béton avec une façade, une enveloppe totalement en béton. Je pense que c'est immédiatement on se retrouve confronté à des questions qu'on va nous renvoyer si on produit ce type d'architecture. Alors, c'est assez troublant parce que c'est une vraie remise en cause de tout un travail plastique qui a été mené depuis longtemps. À nouveau, quand on se pose la question de l'expression de la structure comme élément qui forme, qui fabrique l'architecture, l'expression architecturale, ça mène à des raisonnements assez nouveaux. Tout à l'heure, Étienne Tricot évoquait le bâtiment que nous avons construit à la Porte de Vanves, la résidence Julia Barthet. Alors, c'est un bâtiment qui est une structure en béton, mais où il n'y a aucun élément de béton que vous pouvez retirer. Tous les éléments sont absolument structurels. Et même, on a dû en rajouter un tout petit peu plus que ce qu'on souhaitait pour... C'était notamment un bâtiment qui comprenait des résidences. C'est une résidence pour des jeunes apprentis, donc des petits studios les uns à côté des autres. Et pour l'évolutivité du bâtiment, on avait souhaité que, évidemment, le cloisonnement entre les logements soit des cloisons légères et pas des cloisons structurelles. Quelques-unes ont dû être réalisées malgré tout en béton parce qu'il y avait des sujets qui nécessitaient de rajouter un peu de béton. Et donc, à la fin, on ne peut retirer aucun des poteaux, aucun des voiles, aucun des éléments de façade qui sont en béton à ce bâtiment. C'est entièrement nécessaire. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut continuer ce travail sur la plastique des bâtiments, de voir comment le béton est utilisé, mais clairement, comment dire, si on est vraiment une façade totalement en voile de béton percée, je pense que ça pose question.
Donc c'est finalement un matériau qui est, entre guillemets, condamné à vivre avec d'autres matériaux, aujourd'hui, en 2024. À l'heure actuelle, je pense que oui. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais je pense que Oui. c'est très difficile à tenir comme position. De toute façon, il est déjà. Alors, quand on parle maintenant de mixité, on se focalise sur l'aspect structure, qui est une des composantes du bâtiment. Mais depuis toujours, le matériau structurel s'articule déjà avec plein d'autres matériaux pour les corps d'état secondaires, pour les lots techniques, pour voilà. Et donc, sur lequel d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je pense que on n'a pas assez aujourd'hui de réflexion sur la manière dont on décarbone toutes ces filières de production d'équipements et de matériaux autres que les matériaux structurels. Moi, je trouve que c'est quand on fait des études, là j'entre un peu dans la technique d'empreinte carbone d'un bâtiment, on voit que ce qui est la structure, ça fait à peu près un tiers. Et le reste, c'est les corps d'état secondaires et les équipements techniques. Et donc, c'est très bien de travailler sur la décarbonation, j'allais dire, des matériaux de structure, mais là, je lance un appel à l'ensemble de la profession et de l'industrie pour qu'on travaille vraiment aussi sur tout le reste. Enfin, ça me semble indispensable. Alors maintenant, pour revenir au béton, oui, il faut dans le domaine de la structure, qu'il s'associe avec d'autres bâtiments, et peut-être qu'effectivement, on fera beaucoup moins de voiles porteurs, et c'est peut-être très bien. Le bâtiment dont parle Charles-Henri Tachon, là, cette magnifique résidence Julia Barthel, là, au sud de Paris, c'est un système de poteau-poutre, si je ne m'abuse. Oui. Voilà, ou donc avec un usage beaucoup plus limité du béton que quand on a des voiles porteurs. Aujourd'hui, vous, les architectes, vous avez conscience du rôle que vous avez à jouer dans la décarbonation d'un bâtiment, dans la décarbonation de l'utilisation du béton, notamment dès la conception de vos plans et de vos projets. Ah oui, de toute façon, je pense que l'acte de construire aujourd'hui, il est extrêmement organisé autour de cette question de la décarbonation. Donc, la partie béton fait partie d'un raisonnement plus large, mais peut-être que le matériau lui-même focalise un petit peu l'attention, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus vaste dans l'ensemble de l'acte de construire. Et donc peut-être une dernière question, on va dire, pour terminer cet entretien, donc sur un nouveau procédé de construction en béton qui est l'impression 3D en béton qui donne ce côté avec vraiment ces couches de béton qui s'empilent avec cette impression 3D. Quel est votre avis là-dessus? Je m'adresse à vous deux, donc on va commencer par Monsieur Tachon sur ce nouveau procédé, sur cette nouvelle méthode d'utilisation du béton. Est-ce que ça vous donne des idées dans vos projets voilà, de réalisation architecturale? Alors j'avoue, je suis un peu éloigné de ce sujet-là, pour être tout à fait sincère. J'ai vu passer un certain nombre d'informations et vu quelques réalisations. Comme j'évoquais un peu, moi j'apprécie vraiment cette idée de ce rapport entre la question humaine et la question de la construction du bâti. Et le fait qu'un bâtiment soit construit par des compagnons, par des hommes, et que ça se sente dans l'expression du bâtiment à la fin me plaît beaucoup. Je pense que le bâtiment, c'est vrai une véritable aventure humaine, que ce soit en amont dans même sa programmation, ou voilà, c'est une négociation entre les personnes pour trouver la meilleure manière de programmer le bâtiment, puis dans sa conception, puisqu'il y a une interaction entre différentes disciplines, que ce soit l'architecte, l'ingénieur, le maître d'ouvrage, les différents partenaires de la ville, par exemple, les architectes des bâtiments de France. Donc, ça brasse toute une population. Puis, à nouveau, au moment de la fabrication des choses, où là, c'est un chantier avec des hommes. Et j'apprécie cette idée que cette aventure humaine donne naissance à un bâtiment et que d'une certaine manière, il y a un témoignage qui en ressort quand on voit la construction réalisée. Et donc l'impression 3D s'éloigne un petit peu de ce rapport à la main de l'homme.
Et j'avoue, voilà, je regarde avec un petit peu de distance pour le moment. Donc ce côté robotique, finalement, vous trouvez que ça fait perdre du charme à l'architecture finale, à l'histoire du bâtiment qui vient d'être construit? Oui, parce que je pense que aujourd'hui, on est dans une société où enfin, il y a un certain nombre de problèmes liés à l'identité, donc où je pense que les gens se posent des questions sur leur identité. Et il y a un moment, il faut savoir incarner un peu notre existence voilà, humaine. Et chaque élément de notre vie est une opportunité pour que cette relation homme, nature, existence, identité se fabrique. Et voilà, et un bâtiment, c'est un moyen de le faire. Donc plus on rend ce bâtiment abstrait, plus on le rend industrialisé, et plus je pense qu'on crée des environnements où on se pose un petit peu la question de d'où ils viennent, pour qui ils sont faits. Voilà, bon, c'est une interprétation personnelle, mais voilà, ça me pose des questions. Monsieur Tricot, vous partagez cet avis, vous? Quel est votre rapport, votre approche par rapport à cette nouvelle méthode-là? Moi, il me semble d'abord que l'impression 3D joue pas du tout dans la même catégorie que le béton banché traditionnel. Donc l'impression 3D, ça permet d'obtenir des formes qu'on obtiendrait très difficilement avec un béton coulé entre des banches, puisqu'il faudrait avoir des moules très très sophistiqués, puisque donc quand on coule du béton, si je puis dire, par une imprimante 3D, on vient mettre, on superpose ce que les techniciens appellent un boudin de béton assez malléable, les uns sur les autres, comme ça, et donc on n'a pas de coffrage. Par ailleurs, le béton 3D, d'impression 3D est très peu armé. On peut avoir que des microfibres, on peut avoir d'armature comme on a métallique, comme on a dans un béton banché. Donc on ne fait pas du tout des grands éléments structurels avec. Donc on est, pour moi, c'est un complément qui est intéressant, mais qui ne joue pas du tout dans la même catégorie. Ça permet de faire finalement de nouveaux objets, de nouvelles formes, que ce soit du mobilier ou des petits bâtiments à rez-de-chaussée à un seul niveau, voilà, qui sont presque des gros meubles, je dirais. Donc on est dans ce champ qui est intermédiaire entre le bâtiment et son ameublement, je dirais, et son équipement, et ce qui est assez intéressant. Ça ouvre des champs nouveaux, mais effectivement qui ne remplacent absolument pas les techniques traditionnelles de fabrication du béton. Merci beaucoup, Monsieur Tricot, pour cette réponse. Merci, Monsieur Tachon. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir été avec moi aujourd'hui. On a parlé donc de béton, d'architecture, et puis je vous rappelle l'actualité à la rentrée, donc les trophées béton pro avec Monsieur Tachon, donc qui sera président du jury, un événement organisé par Bétocible, dont Monsieur Tricot est président. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi pour cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.